La Ligue des héros. Cette compagnie événementielle existe depuis plus de 10 ans. Qui l'a créée? Comment? L'un de ses fondateurs sera avec nous pour répondre à toutes ces questions. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous revoir, ça fait un petit bout, j'avais hâte de vous revoir. On ne peut pas faire une émission sans ma collaboratrice, ma co-animatrice, et je l'invite à se joindre à nous. Salut Flavie, ça va bien? Oui, toi? Oui, pour notre émission ce soir, on a un invité comment on pourrait dire ça, qui nous a aidés au tout début. C'est quelqu'un qui a sa compagnie événementielle, la Ligue des héros. Et nous, ce que je voulais savoir aussi, c'est parce qu'on ne connaît pas nécessairement qui est en arrière de ça. On ne connaît pas nécessairement comment ça s'est formé, de où ça vient, tu sais, des fois, là, on dit tout le temps, ah, j'aimerais ça, j'aime le cosplay, j'ai la passion de la pop culture, je voudrais en faire un métier, mais comment faire, quoi faire? Puis, en rencontrant des gens, on a découvert aussi qu'il y avait des gens que, par le cosplay, ils ont découvert leur métier. Oui, c'est vrai aussi. Dans leur passion, il y en a qui ont réussi à faire de leur passion un métier aussi en même temps, fait qu'ils ont jumelé les deux, puis c'est pas toujours évident. Alors, si si tout le monde sont d'accord, de toute façon, tout le monde, je suis certaine, va être d'accord. Puis moi aussi, j'ai bien hâte de découvrir comment s'est créée la Ligue des héros. Et sans plus attendre, je vais inviter l'un des fondateurs de la Ligue des héros. On va découvrir qui est la personne derrière la Ligue des héros. Salut Didier, ça va bien? Salut! Fait que nous, ce qu'on veut savoir, c'est, Didier, qui est la personne derrière la Ligue des héros et comment ça a commencé? J'ai été comme les autres, c'est-à-dire que il y a plusieurs années, en revanche, j'ai toujours aimé les conventions. Moi, quand je vais aux conventions, surtout, c'est pour aller voir des célébrités. Donc, il y a des années, je me suis intéressé à ce milieu-là parce que j'avais envie j'habitais très loin, j'habitais à l'île de la Réunion, et j'avais envie d'aller sur le continent nord-américain pour visiter les conventions Star Trek essentiellement. Parce que je suis un fan, et à partir de là, je me suis dit, je veux organiser des trucs comme ça. J'avais une business qui marchait très fort, qui s'appelait Zone 51, qui faisait pas mal d'argent à l'île de la Réunion à l'époque. Ça a été une boutique de comic book qui a créé aussi une compagnie événementielle. C'est la même recette qu'on a utilisée ici quand on a démarré. Donc sur le succès de la boutique de comics, parce que il faut du financement pour tout. Je veux dire, on a créé la première réunion stellaire à l'époque avec les acteurs de la Porte des Étoiles et des acteurs de Star Wars. On avait 160 000 euros de budget à combler pour réussir cet événement-là, et je le referai pas. Je le referai pas dans ces conditions, mais j'ai pris le risque de signer alors que j'avais rien. J'avais les sous de notre compagnie qui tournait, mais il a fallu aller trouver tout le reste, et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Donc ça m'a appris le métier, entre guillemets. Ça m'a montré comment on gérait des célébrités, comment on gérait des contrats, comment on gérait des relations d'affaires avec des sponsors, avec des grosses compagnies, puisqu'on a été quand même sponsorisé on a eu à peu près 100 000 euros à l'époque de sponsors, donc ce qui est quand même énorme. Donc il a fallu tout ça. Vous allez voir où je vais en venir. Tout ça a été 3 événements avec des voyages, avec des signatures de contrats, avec de la prospection, et donc on commençait à intégrer cette notion de costume, de fan. On a eu les premiers cosplayers qui sont arrivés à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2003. Et donc là, on commençait à avoir j'aurais jamais cru, moi, que j'en ferais ma vie du costume, mettons, des années après. Donc, on avait un pattern établi où je commençais à apprendre le métier. Après, j'ai été engagé par une compagnie qui s'appelle Creation Entertainment, qui existe depuis plus de 50 ans, comme assistant d'acteur.
Donc, je m'occupais des green rooms. J'ai été assistant particulier de plusieurs acteurs. Je travaillais avec Shatner, avec Patrick Stewart, avec les gens de Stargate, avec des gens de Star Trek. Et je m'occupais de l'organisation et de la prise en main de l'événement. Donc, je travaillais dans les bureaux chez Creation pour la mise en place donc, j'ai appris aussi le métier en termes logistiques et articulation d'un événement. Pas seulement par rapport à un cahier des charges que je me donnais moi-même avec Réunion Stellaire, parce qu'on avait 10 acteurs, on avait des choses qu'on maîtrisait parce qu'on jouait à domicile. Mais j'ai appris pendant plusieurs années, justement, j'ai travaillé à peu près, j'ai fait quatre événements à Vegas aussi du Star Trek officiel. Bref, j'ai bossé avec Creation pendant des années, donc j'ai été un peu armé en termes de gestion, de personnes, bref. Des années après, donc les opportunités arrivent et je fais une synthèse rapide, je me retrouve en Amérique du Nord justement pour continuer à travailler dans le domaine. Shit happens de temps en temps, les choses se sont pas imbriquées comme je l'attendais, mais je me suis dit je vais repartir une boîte de comic book, une compagnie un magasin qui va, comme je l'ai fait à l'époque, alimenter d'autres activités pour justement pouvoir, et puis je suis toujours dans cette idée de progression, pour pouvoir remettre en place des événements avec une conception que j'avais moi dans l'idée, puis que je continue à avoir quand on reçoit des célébrités. Mais je me suis dit, ça peut être drôle d'avoir, parce que tout est parti de là en fait. C'est ok, si on considérait les personnages de la pop culture comme des célébrités, ok. Donc avec des signatures, avec des rencontres, avec un côté très anonyme en même temps. C'est-à-dire que quand on a eu la boutique Zone 51, on organisait justement pour rentabiliser notre premier étage à l'époque, puisque la boutique a été vendue en 2018. Et pour rentabiliser notre étage, on organisait des parties de fête pour enfants. Oh. Ça nous est même arrivé. On a commencé avec 4 costumes. Hein. Je veux dire, je veux dire aujourd'hui, je vais passer les chiffres, mais on a assez de matériel pour déployer 80 personnes équipées jusqu'à la gorge. À l'époque, on a commencé avec 4 costumes. Et on organisait ça de cette manière-là. Le personnage arrivait au milieu du party pour créer un choc, Donc, c'est ce que j'avais organisé en meet and greet avec des acteurs. Je me disais, tiens, je vais l'organiser avec des super-héros, avec des princesses, avec Donc, on a gardé ce concept-là dans nos événements où on signe, où on apparaît avec des photobooths, comme si c'était une mini-convention qu'on mettait en place. Donc, ça, c'était un concept qu'on s'était dit, tiens, on va le garder parce qu'en même temps, ça rythme une animation. Quand tu as 3 heures à faire, hier, on était chez le Phoenix pendant 3h30. Quand tu as tout ce temps-là de présence à faire, il y a la déambulation, mais aussi le côté rencontre, signature, etc. Ça rythme et ça sublime encore plus tes personnages parce que ils signent leur nom sur un poster, on se découvre jamais, on met beaucoup d'efforts justement à ne pas publiciser l'identité de nos animateurs. Si tu veux, tu dis, on va voir des photos justement de ça. Ben, naturellement. Ouais. En Superman. Ouais, ça, c'est l'exemple. C'est les livres d'autographes qu'on a, qu'on amène en quantité illimitée. Donc là, on a une nouvelle édition de poster, etc. Tu sais, où là, je dessine aussi parce que mon autre métier, c'est illustrateur, mais on voit les filles signer des autographes justement pendant nos animations. Donc, on parlait du Phoenix. C'est vrai qu'on était là hier, et puis ce sont des gens qui nous suivent maintenant depuis plusieurs années. Ça, et on a commencé. C'est marrant, c'est que je dirais que il n'y a jamais rien. Je passe mon temps à tout analyser, moi. Je suis quelqu'un je suis pas cartésien, contrairement à, mais j'analyse tout. J'analyse les comportements, j'analyse l'état du marché, j'analyse les potentiels, mes partenaires. Je passe mon temps à analyser. Et donc, ça permet d'anticiper, mais quand tu analyses et que tu anticipes suffisamment à l'avance, tu peux aussi imaginer tes besoins. Mais les besoins, il n'y a pas de
comment dire, il y a pas de recette miracle. Il faut avoir un peu vécu des moments très, très stressants, que ce soit dans le domaine, moi je parle le domaine événementiel quand on gère des grosses sommes d'argent et des contrats, etc. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il faut en toute chose anticiper au maximum ce à quoi tu peux avoir affaire. Sinon, même dans le plus désuet des événements, tu peux lamentablement te vautrer et t'effondrer. Donc ça veut dire que il faut avoir une appréhension de soi-même relativement humble, parce que c'est assez marrant, le jugement, c'est assez drôle. Tu sais, c'est quand tu es Tony Stark et que tu fais Tony Stark pendant un événement, tu es Tony Stark. Point. Je veux dire, il n'y a pas de seconde lecture. Je veux dire, je me balade dans une armure d'Iron Man pendant tout un week-end. C'est comme on l'avait fait au Cosplay Fest. Et la personnification du perso à travers nos événements faisait partie du côté un petit peu bling et promotionnel qu'on voulait avoir à l'époque. Comme l'a fait Robert Downey quand il était en promo pour les Avengers, on aurait dit que c'était Tony Stark qui était en promo pour les Avengers. Donc on a choisi un peu le même principe où pour nos événements Cosplay Fest, Tony Stark organisait Cosplay Fest. Donc à partir de là, c'est assez drôle parce que on m'a et puis moi j'adore, c'est drôle parce que j'aime brouiller les cartes et puis j'entends tellement de choses à droite à gauche, c'est assez amusant où il y avait une notion avec l'ego, l'organisation qui se prend pour Tony Stark. Oui, absolument. Je veux dire, pendant un week-end, je suis Tony Stark. On m'a prêté une Ferrari. Je veux dire, mais ça faisait partie du show. Et on en a fait une mascotte à l'époque pour Cosplay Fest. Et puis ça a fonctionné. Je veux dire, les gens me croisent dans la rue, ceux qui me reconnaissent me disent encore, hey, je me rappelle Iron Man, etc. Donc, et il y en a même beaucoup qui me reconnaissent pas, mais qui savent qu'il y avait Cosplay Fest. Ah oui, cette année-là, on a vu Iron Man, c'était vraiment bien. Donc, on se rappelle de tout ça. Donc, tout passe par une identification des besoins et à un moment donné, tu identifies tes besoins, tu identifies des moyens pour arriver à dégager les finances pour arriver à ta vision et ensuite, tu mets à exécution ton produit, en fait. Moi, je me demandais, juste revenir un petit peu à quelque chose que tu as mentionné, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un qui serait intéressé, mettons, peut-être pas de faire quelque chose d'aussi gros que la Ligue des héros, mais mettons, dira, je veux aller dans les fêtes pour enfants costumés. Moi, je pense qu'il y a deux façons de travailler. Le costume m'a toujours plu, je veux dire, mais je tripe jamais autant que quand je vais dans des endroits où je travaille pas. Ça veut dire que ton produit, ta vie c'était ton hobby avant, mais devient un travail. Donc, ça veut dire que si tu vas avec toutes les caractéristiques du passionné qui t'a amené à faire du cosplay, je pense pas à moyen terme que ça puisse durer. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir une exigence suffisante envers soi-même. C'est pour avoir été entrepreneur toute ma vie, c'est quelque chose. Donc, je te dirais, soit tu sens la fibre entrepreneuriale à l'intérieur de toi, et ça, je parle en général, et ça s'applique à tout, ça s'applique. Soit reste à triper dans les conventions. Mais j'ai rien vu à l'heure actuelle qui me permet de penser que mélanger le tout, ça puisse être une recette de succès, en fait. C'est même le recul que tu prends par rapport à toi quand tu organises et que tu réfléchis, comme je le disais à l'instant, l'armure à l'époque, le financement, notre première armure, c'était $7 000. Je veux dire, aujourd'hui, au taux de change. Donc, si tu veux, si tu n'y vas pas avec comment je finance ça, à quel moment je suis prêt pour investir les milliers de dollars qu'il nous a fallu. Donc, c'est aussi parce qu'on avait une boutique. Et la boutique, elle avait été construite pour pouvoir commencer l'activité et amasser des finances alternatives pour pouvoir financer les choses au niveau qu'on voulait. Donc, et on l'a vendu, et puis la vente nous a permis de continuer à propulser la compagnie. Et puis là, on a fait rentrer celle qui est devenue ma conjointe depuis 5 ans, notre ami Simon, etc. Mais on était déjà arrivé à un niveau de maturité tel qu'on savait exactement où on allait. Pour moi, faire les fêtes d'enfants,
nous, on en fait de temps en temps, mais on le fait parce que ça fait partie de notre mandat. Les gens qui travaillent avec nous aiment le faire. C'est rentable, mais c'est pas du tout un plan d'affaires. C'est même pas du tout dans le plan d'affaires en général. Parce que si tu défriches pas suffisamment pour avoir une vision à long terme de quelque chose qui aura du succès et qui va pouvoir assumer du développement, tu peux pas avancer. Tu stagnes éternellement parce que tu t'es pas prémuni de la méthode et t'as rien mis en œuvre pour pouvoir te rendre les reins solides pour ensuite payer tes investissements, tes costumes, tes taxes, tes frais de déplacement, les réparations de ta bagnole, tes impôts. Je veux dire, là, vous me parlez d'entrepreneuriat et de business plan et de choses viables à moyen long terme. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, à part sur des marchés, je sais qu'à Montréal, on a des amis qui travaillent beaucoup dans l'événement. Je pense à Sarah en particulier, qui est restée une personne qu'on aime beaucoup, avec qui on continue à communiquer. Où là, c'est un autre bassin de population, avec un autre marché, mais même là, je dirais qu'en logistique et en mise en œuvre, par rapport à la façon dont la boîte est pilotée, on cherche d'autres alternatives qui nous feront moins perdre de temps pour arriver à exécuter le projet. Ok ? C'est-à-dire que on est en train de développer des partenariats avec des structures. Je ne peux pas vous le dire là, à l'heure actuelle, mais parce que on est en train de bosser ensemble, mais de la région justement montréalaise, où ça va être une implantation presque succursale, avec un stock de costumes sur place, avec des animateurs recrutés sur place, etc. Donc, le concept... Oui, mais parce que le concept fête d'enfant est trop réducteur. C'est-à-dire que pour avoir une maîtrise parfaite de ton personnel et de tes événements, il faut avoir une portée géographique immense, ou alors se restreindre à une zone. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu veux encadrer parfaitement tout ton staff, formé, nous on a des gens qui sont avec nous depuis 10 ans, depuis le début de la ligue, formés et structurés, tu peux pas t'amuser à faire 2 heures aller de route et 2 heures retour pour quel que soit le montant à un moment donné. On le fait de temps en temps pour rendre service, mais donc on s'est dit, ok, analyse, on anticipe, on analyse la manière dont les choses se passent. Nous, on est à Trois-Rivières, on veut commencer à travailler. On nous l'a proposé en fait, c'est même pas nous qui avons fait la démarche, on nous a proposé cette collaboration. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, mais ça prend que on ait une antenne sur place qui puisse ensuite gérer la zone géographique avec des gens en qui on a confiance, avec des gens qu'on va former. Donc c'est ça. Donc je dirais que dans l'absolu, toute l'idée de « Ah, moi ça me plaît, j'aime des costumes, je sais un peu chanter, je veux me partir mon entreprise et je veux faire des fêtes d'enfants. » Allez-y, mais ayez un plan sur du très long terme avec une idée de financement et de développement. Parce que tout vient en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous commencez à avoir du chiffre d'affaires et des entrées et des événements, c'est pour ça qu'on avait lancé le Cosplay Fest dans le développement, les banques te suivent. Tes cartes de crédit, les marges de crédit, il y a tout ça à penser. Sinon, tu stagnes éternellement dans ton truc où tu es 3-4, tu achètes tes 3-4 robes et puis tu peux faire ce que tu peux quand tu peux. Si c'est pour faire ça, c'est trop de temps. C'est un peu comme Meta. Si c'est pour faire ça, c'est trop de temps que je pourrais affilier à autre chose et améliorer ma vie et ma sécurité financière comme tous les humains de cette planète. Donc, ce qu'il a fallu réfléchir, c'est qu'est-ce qui va créer de la richesse et nous permettre de travailler régulièrement. Parce que si tu prends ton ego là, tu le mets à côté de toi et puis il va te servir pour faire tes personnages, pour faire la mascotte, pour se ridiculiser, pour être ton masque à tous les moments. Celui-là, moi je l'aime bien, ce personnage-là, il est là, toujours il marche avec moi. Et je l'appelle quand j'ai besoin. Mais quand tu dois concevoir un plan à long terme, tu as vraiment intérêt à te remettre en question et à surtout savoir les risques que tu vas prendre aussi. Parce que plus tu montes haut, plus tu as besoin d'avoir des garanties financières.
au niveau des banques, au niveau de certaines personnes qui craftent pour nous depuis des années qu'on connaît, au niveau de, je veux dire, tu sais, ça passe par une régularité, ça passe par une fiabilité au moment des paiements, ça passe par ce type de fiabilité au moment des paiements aussi pour ton groupe. Ce qu'on a fait avec Cosplay Fest aussi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, de dire, OK, on a proposé $10 000 en argent, on va pas donner ça dans un mois ou un mois et demi. Les gagnants ont eu leur montant la semaine d'après. Mais avec ton groupe, quand tu maintiens une équipe comme ça, qui est comme une troupe de théâtre à un moment donné, je veux dire, c'est des gens qui, à un moment donné, tu vas demander des choses qui sont pas toujours, tu sais, moi, je vais faire Han Solo et Chewbacca dans le froid pendant 3 heures ce week-end, l'après-midi. Okay. Je me suis dit, je veux l'imposer à personne, je vais le faire. Tu vois, mais quand je l'impose, ou quand j'impose rien, mais quand je le demande, parce que comment on fait, c'est OK, est-ce que tu peux? Oui, non. Est-ce que tu peux? Oui, non. Est-ce que tu peux? Voilà, j'ai ça pour toi si tu peux. OK, tu peux, super. Mais quand je le demande, ça, je paye plus. OK. Tu sais, mais il faut être le général qui expérimente la merde à un moment donné pour se rendre compte de ce que ça peut représenter de demander des choses aux gens. Et donc, tu ne dépends que de toi. Moi, j'ai toujours dit, Didier, que quand tu es capable de te mettre dans les pieds d'une personne, mettons comme là, tu es un personnage, quand tu l'as incarné, tu es capable de demander à quelqu'un parce que tu connais les limites du personnage. Tu sais, je veux dire, comme ton armure d'Iron Man, tu n'iras pas demander nécessairement à une fille de le faire parce que tu connais la limite. Tu sais. On a une question. Oui. C'est Philippe qui nous dit, si tu avais un budget illimité, quel genre d'entreprise tu ferais? Mais dans le fond, tu as ton entreprise, mais qu'est-ce que tu ferais? Ce serait la même, oui. Sauf que je passerai certaines étapes plus rapidement. OK. C'est tout. Tu sais, je veux dire, on sait que la Covid a fait mal à tout le monde. La Ligue était en ascension totale au moment où ça a commencé. Bon, la Ligue, ça fait 10 ans, mais elle a été recréée en 2018 avec de nouveaux actionnaires et de nouveaux partenaires. Donc, il y a des choses que je veux faire et que j'aspire à faire. Mais c'est ça, je veux définitivement, parce que c'est 10 ans, et pas plus que 10 ans. J'ai commencé en 2022 justement à travailler sur des événements avec des acteurs, etc. Donc, il y a un réseau qui existe depuis des années. Et j'aimerais remettre ça en place parce que ce sont des gens qui nous ont fait confiance pendant des années. On a des acteurs, etc. On a organisé des meet and greet. Donc, c'est toujours d'essayer de capitaliser sur cet esprit rencontre privilégié. Aujourd'hui, on le fait avec des super-héros. Je veux revenir à le faire avec des célébrités. Mais ça me permettrait juste de brûler les étapes, mettons. C'est tout. Mais globalement, ce que je fais me plaît. Je veux dire, j'ai pas de... Oui, il y a des fois où, bon, je vous dis pas que samedi, ça va me faire marrer. Je regarde la température tous les jours en ce moment. C'est alors ça va être cool, ce sera bien en Han Solo, d'avoir mon pote la voix en Chewbacca. Les filles font le matin, elles font 3 heures en princesse en matinée, en extérieur. Donc, je dis pas que... Mais globalement, c'est génial. Hier, on était chez le Phoenix et... On était là jusqu'au bout, ce qui a été très pertinent de la part de la personne qui nous a engagés. Parce que malgré la défaite, on était là et les gens prenaient encore des photos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, on donne du bonheur. On laisse quelque chose de très positif derrière. Je veux dire, tout le monde est rompu à cette discipline de regarder les enfants, d'aller vers eux, Je veux dire, on a une équipe qu'on valorise et qu'on essaie de garder. Depuis des années maintenant, il y a eu les gens qui sont partis, il y a ceux qu'on a prié de partir, mais qu'on a toléré longtemps, et il y a ceux qui sont partis parce que ils ont une vie aussi. Je veux dire, les gens commencent avec nous, ils sont étudiants, et puis à un moment donné, ils se trouvent une job, et il faut qu'ils changent de ville, et puis etc. Donc ça fait partie du métier. Et ça, aujourd'hui, on le sait. C'est que personne n'est irremplaçable, mais si on peut éviter de les remplacer, ça nous convient mieux parce que on a une relation d'équipe qui est hyper soudée en fait. C'est ça qui est génial. Il y a une relation d'exclusivité aussi avec la plupart de nos animateurs parce que c'est l'image aussi de la boîte, donc on les forme et on veut les garder avec nous. Mais on a un échange entre nous et dans ce qu'on amène
à nos équipiers parce qu'on gère tout pour eux. Je veux dire, même quand vous avez des costumes, est-ce que ça peut arriver que des coéquipiers ont leur propre costume? C'est rare. On n'oblige pas, justement, en étant fan de cosplay aussi, en sachant combien ça coûte, on n'a jamais imposé ça à personne. C'est-à-dire qu'on sait ce que ça peut coûter, on sait que les gens mettent leurs économies là-dedans parce que c'est leur hobby. Je demande à personne d'aller détruire un costume qui a pris 600 heures de réalisation juste pour… et en plus, on a conscience que nous, dans notre roulement, dans le fonctionnement, c'est acquis comme notion que ça pète, on remplace ou on répare. Il n'y a personne qui va se rendre malade pour ça. Je veux dire, ça fait partie de la job. On a tous des anecdotes où on s'est pris de la crème glacée, on s'est fait renverser du café dessus. Je veux dire, si tu as passé 600 heures sur un costume et que tu viens parce que je te le demande et que tu le bousilles à la fin d'un événement, tu vas faire la gueule. Donc, c'est même quelque chose qu'on a complètement enlevé de l'équation. C'est que c'est un immense avantage d'avoir tout ça. C'est parce que demain, si tu peux pas venir, soit on a le costume et on peut le mettre à quelqu'un d'autre, soit j'ai 79 autres personnages que je peux proposer à mon client pour te remplacer parce que tu n'as pas pu rentrer dans le costume aujourd'hui, parce que tu es malade, parce que ça arrive, parce qu'il se passe des choses dans la vie de tout le monde, c'est normal. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup déterminé dès le début, c'est qu'il y a une notion d'équipe et de travailler sous une bannière agréable parce que l'encadrement de la compagnie est fait de A jusqu'à Z. Je veux dire, on est engagé 3 fois aux États-Unis cet été. Donc, on est payé pour ça. On est payé. C'est pas quelque chose où on y va comme ça et puis on se pointe et puis oui, non, on est payé. Il y a de l'argent à la sortie. Et je suis content parce que c'est quelque chose que je voulais reprendre depuis longtemps et puis c'est en train de se remettre en place. Il y a des graines que j'avais semées avant la Covid qui ont fini par pousser. Mais les gens vont être encadrés. T'arrives, tu rentres dans le costume, tu es là et tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Moi, je m'occupe de te payer, je m'occupe de ton hôtel, je m'occupe des frais d'essence, je m'occupe de tout. Tu sais. Mais ça, je l'ai appris quand j'encadrais des célébrités. Maintenant, mes célébrités, c'est les gens de mon équipe. Et quand ils arrivent sur le site, je suis hyper fier d'eux. Et je suis fan de tous ces gens-là. Quand ils arrivent et que je les vois, parce que pourquoi on s'est battu aussi longtemps pendant 10 ans maintenant et puis qu'on continue et qu'on développe. Il y a des projets de développement. Comme je te disais, on repart aux États-Unis, ça nous fait super plaisir. Donc, on va faire partie de la co-organisation de l'animation aussi du Superman Celebration à Metropolis, etc. Donc, c'est en train d'aller là où je veux au final, mais dans la meilleure des humeurs. Mais pour ça, la pépite de ton travail, c'est ton équipe. Oui, c'est ça. Parce que, comme je dis tout le temps, une entreprise, c'est l'équipe. Si tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'entreprise. Ça, oui. Mais tu vois, le truc aussi, c'est pareil. C'est que moi, j'ai toujours aimé ce côté. Après, il y a les aspirations personnelles aussi. Tu sais, il y a ce qu'on aime faire. Tu sais, les groupes. Moi, j'aime le groupe. Le partage avec l'équipe, c'est vraiment cool. Même quand je suis pas dedans, j'y vais. Je reste en retrait, je prends les photos, j'aide, je prépare les costumes, on en fait l'entretien, etc. Donc, quand je peux, je le fais. Encore, même quand je suis pas dedans. Et ça me manque pas. J'aime l'organisation, de voir comment ça se met en place. Donc, j'ai une affinité depuis des années avec le côté organisationnel de l'ensemble. Ça prend quelqu'un de même. Et puis, à la fin, tu as l'effet. Tu as le produit fini où tu descends toute ton équipe, tout le monde équipé, tout le monde est prêt à rentrer sur scène ou sur le terrain comme hier. Et c'est génial comme quand tu regardes tout le monde, tu dis ah ouais. Et les gens, ton équipe met du cœur aussi là-dedans parce que tu leur enlèves tellement de pression que ils sont et surtout tu leur fais confiance, mais en plus tu les upgrades. C'est-à-dire que moi, j'aime que tout le monde soit beau. Tu sais, il n'y a pas genre, j'ai une armure d'Iron Man et puis si tous les autres ressemblent à de la shit, je m'en fous. Non,
C'est pas comme ça qu'on travaille. On upgrade tous nos costumes. On n'a jamais attaqué les choses de cette façon-là. On est vraiment là, ça c'est fini, on en achète un autre. C'est bon, même si c'est pas le moment, ok, on commence à calibrer, voilà ce qu'il nous faut. On commence des essayages, on reprend les mesures de certaines personnes, etc. Et on investit à ce moment-là. Mais tu es dans une stratégie d'investissement proactive en permanence. Okay. Et il faut être tout le temps sur le qui-vive. Et tu es obligé, et c'est hyper important, tu es obligé de ne pas être un cosplayer. Moi, je ne l'ai pas été au départ. J'ai aimé le costume, j'ai aimé me costumer, et puis ça a été, tiens, on va faire ça, c'est vraiment cool. Et on a eu notre première armure d'Iron Man, c'est ce qui a propulsé l'ensemble. On a eu notre première fête de la famille. Ensuite, le casino de Gatineau, du lac Lémy, nous a demandé de faire la promotion de la machine à sous Iron Man 2. Et là, on n'avait jamais monté d'armure de notre vie. On a commandé les pièces et en 6 jours, on a tout assemblé, on a créé le harnais et c'était en train de sécher dans la voiture que on prenait la route et que le soir à 18h, il fallait être sur le site du casino. Et j'ai souffert le martyre parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas en place. Et c'était 5 heures tous les soirs pendant 4 jours. Et là, il n'y avait pas d'électronique pour ouvrir, il y avait rien. Tu te portais ce machin-là qui pesait 1 tonne, tu fermais ta gueule et tu faisais le travail. Donc, ça aussi, je veux dire, j'en vois pas des gens faire ou alors quand je demande à des gens de rentrer dans une armure, je sais ce que c'est d'y être dedans. Je sais ce que c'est d'être sur le front et de souffrir. Et plutôt que de faire souffrir les autres, bah, je vais le faire moi-même pour garder la confiance de mon équipe et pas les écœurer non plus. Comment est-ce que tu recrutes tes animateurs? Est-ce que c'est tous des cosplayers? Non. Et alors, excusez-moi, je vais le dire. Et puis, j'assume. J'assume tout, moi. Justement, je vais essayer de poser ça d'une manière élégante. Je pense que le branding, l'auto-branding du cosplayer va en opposition avec le produit que j'essaie de donner à nos clients. OK. C'est-à-dire que je veux de l'anonymat total. Après, il y a des gens qui sont capables de gérer les choses. On en a une. Moi, je pense qu'en 10 ans d'activité, je salue Frédéric, c'est la seule qui arrive à avoir un comportement Ligue des héros professionnel, anonyme, et qui fait sa vie de cosplayeuse à côté, mais qui n'hésite pas à nous faire de la promo. Il y a aussi Morgane qui est comme ça. Mais je pense que la projection de son image à travers son personnage dans le cosplay devient plus importante que l'incarnation du personnage lui-même. C'est-à-dire que ça va être tel personnage par telle cosplayeuse. Et la cosplayeuse arrive devant. Donc, et tu as une façon de te projeter qui est différente que celle d'animateur de camp de jour qu'on a des fois. Où tu as des gamins qui viennent te voir et puis ils reviennent et puis sur des événements de 3 heures de dépouillement mettons, d'arbre de Noël, tu as ce même groupe et tu te transformes en animateur de camp de jour. Ah, ça peut pas tu fais sauter les kids aller. sur tes genoux, moi je dessine, tu parles aux kids, tu fais des squats toute la journée parce que tu t'abaisses et puis donc il n'y a pas cette notion de je vends mon image, regardez-moi, je suis telle personne qui interprète Superman, mais je reste tel cosplayer. Et je vais vite me débrouiller à faire 1 milliard de selfies pour faire une story et pour montrer que j'étais là. Ça marche pas. Ça marche pas parce que déjà, ton client, il va te regarder tout le temps. Je veux dire, ton client, il ne te paie pas pour venir triper. Je veux dire, il te paye parce qu'il veut améliorer l'expérience client de ses propres clients. Okay ? Il faut savoir aussi, dans ce milieu-là, quelle place on a dans l'échiquier. Ça, c'est hyper important. Quelle place on a dans l'échiquier? On a une question, Didier, qui nous dit vous achetez vos costumes ou vous avez une équipe de confection? Non, en fait, on n'a pas le temps de les confectionner. Donc, ce qu'on fait, comme souvent on a eu dans Meta, on en achète, on trouve des bons plans.
on va être capable de faire du shading, on va être capable de faire des épaulières en Warblow, on va être capable de l'améliorer. De les resizer quand il faut. Ah, bah, c'est trop grand, bah, c'est ce qu'on a fait dernièrement avec le suit du nouveau film de Captain Marvel avec la grosse étoile. Là. Il est sorti pour la première fois hier. Mais voilà, donc on n'a pas d'équipe on a des gens capables. Je veux dire, Shelley sait fabriquer entièrement, elle sait coudre, elle peut monter un costume. Fred le fait aussi, mais on fait plus et puis, quand vous y pensez, ce serait pas rentable d'avoir une équipe de confection paradoxalement, parce que le temps qui est pris pour concevoir versus ton temps sur place et l'amortissement du produit qui est de mourir à partir de je sais pas moi, un costume de Spider-Man, mettons, ça de la très bonne qualité, ça va avoir 3 ans de vie max. Ok. Donc pourquoi on va s'emmerder à le confectionner alors que je vais le jeter je l'achète et je le jette dans 3 ans et que pour monter un spandex autour de quelqu'un, il vaut mieux le donner à des gens qui font ça à l'année et en permanence. Et au final, on va le custom. Là, j'ai un costume de Superman qui sort pour la première fois à l'Armada la semaine prochaine, à Blainville. Je l'ai acheté. Mais j'installe tout. J'installe mes logos. J'achète pas la cape qui va avec. J'installe ma propre cape. J'ai la propre ceinture. Je suis allé le faire. Donc, pour arriver à un niveau qualitatif à la fin, qui reste quand même acceptable au niveau du visuel. Mais il y a un moment où ça sert à rien d'aller plus loin. Tu sais, je veux dire, tu as un costume de Darth Vader à 6-7 000 $. Tu as un costume de Darth Vader qui t'a coûté 2000, 2005. Prends celui à 2000, 2005. Parce que ton gamin avec la crème glacée, qui en a rien à cirer de Darth Vader, il va arriver et puis il va te redécorer ta cape. Ben, c'est ça. C'est que la façon ce qui ressort de ça, c'est que quand tu as une compagnie d'événementiel, il faut vraiment que tu penses comme entrepreneur et non en tant que personne qui se fait du fun puis tout ça. Sinon, moi, je crois que la simple notion de dire, dans n'importe quel type d'activité, la simple notion de dire, quand tu as une compagnie, il faut que tu la fibre entrepreneuriale, c'est l'essentiel parce qu'il te faut de l'autodiscipline tous les jours. Quand tu commences et que tu as une autre job pour ceux qui le font, quand tu as claqué tes 40 heures, que tu rentres le soir, il faut quand même que tu tapes la facturation, il faut quand même que tu tapes les soumissions, faut quand même. Et à moyen terme, c'est pas viable. C'est pour ça qu'on a vendu la zone, la boutique. C'est parce que tu es obligé d'avoir des échanges. Tu sais, il y a tes clients pour la première fois qui t'appellent parce qu'on nous démarche beaucoup. On a la chance au bout de 10 ans qu'on fait très peu de promos et on vient nous voir. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut que tu les conseilles, il faut que tu les encadres. Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir 8 personnes avec 3 caisses pleines de matériel qui vont débouler. Pour eux, tu es habillé en belle et tu peux conduire. Donc, il y a des choses qu'on est obligé même de préciser pour le bien-être de ton équipe. Les vestiaires, au début, on s'est changé dans des locaux à poubelle, ce qui est inacceptable aujourd'hui. Mais au début, quand on essuyait les plâtres et qu'on faisait un peu de bénévolat pour se faire connaître, etc., c'est un peu arrivé, pas longtemps, mais c'est arrivé. Nous-mêmes, on ne savait pas ce que ça prenait. On pensait que souvent, la personne qui va te demander de venir a prévu. Non, non. Ce n'est pas des professionnels que tu rencontres dans tout. C'est des gens multi-casquettes. Dans certaines municipalités, ils vont s'équiper du gymnase, de l'événement, ils vont s'équiper de… Mais des fois, ça leur sort de la tête. Et donc, toi, tu arrives avec tout ton matos et ton équipe, et puis tu es obligé de te changer dans un local à poubelle parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais maintenant, c'est ce que vous regardez. C'est ce que vous regardez maintenant. Tu sais, maintenant, il y a un cahier des charges qu'on applique dès le début parce qu'on sait ce que ça prend. Je veux dire, ton client fait le choix. Bon, ben là, tu te rends compte que tu as trois princesses avec 3 crénolines, avec 2 caisses de matériel, plus les perruques, etc. Si tu n'as pas de vestiaire, tu peux simplement même pas poser ton matériel. Donc, il faut anticiper à l'avance aussi pour que tout le monde puisse travailler dans des conditions adéquates. Mais l'important, c'est d'identifier réellement ton but final. Si tu n'as pas ton image au final, ça va.
il y en a pour qui ça convient. Je veux dire, de considérer ça comme un hobby. Je travaille, mettons, je suis éducatrice spécialisée la semaine, et puis je fais un peu de princesse le week-end. C'est marrant, ça me rend heureux. Il y a des gens, et je respecte ça. La seule chose que je dis, c'est que moi, j'ai jamais vécu l'entrepreneuriat de cette manière-là. Okay. Mais j'ai une question à te demander. Quand tu as commencé, étiez-vous la première compagnie événementielle de personnages? Je pense qu'on a la vision, il y a 10 ans, était celle qu'on a de la chance, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on a professionnalisé quelque chose qui n'était pas forcément. OK. Et dans le sens où on avait une vision de la structure qui n'a jamais été de rester à vie 3 personnes, d'engager des gens random et de leur foutre des costumes et de leur dire tiens, vas-y mon pote, on va te sous-payer, puis nous on n'a jamais été comme ça. On a toujours eu ce truc de on veut amener quelque chose de professionnel avec les meilleures normes possibles, avec le meilleur rendu, et surtout pour avoir une autonomie totale dans nos actions et dans nos choix, d'avoir tout qui nous appartient. Donc, c'est des années de sacrifice, c'est des années de risques, c'est des années où des prêts, des intérêts, parce que tout ça, c'est pas gratuit, on le sait. Donc, la surmultiplication de nos possibilités est venue par l'achat de matériel et notre aptitude aussi à trouver des gens qui veulent le faire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous me posiez la question tout à l'heure du recrutement. Maintenant, je recrute de bouche à oreille. Avant, il y avait zone 51, c'est marrant. Comme quand on avait la superficie de 3700 pieds carrés, on avait un gros local, et puis les gens venaient nous voir. Et j'ai recruté des gens qui venaient appliquer pour être commis. Ah. Et je leur disais, non, je n'ai pas besoin, mais j'aurais peut-être besoin de ça. Donc, on a eu beaucoup de gens au début, dans le démarrage de la Ligue, qui sont venus, ils sont venus d'eux-mêmes, sans savoir à quoi s'attendre, et je leur disais, hey, t'as l'air pas mal dans tel truc, toi, est-ce que tu voudrais faire, je sais pas moi, t'as la chèque pour être Flash? Ah ouais. Tu sais, puis, attends, je vais chercher le costume. Et là, je vais dans mon backstore, je ramène le truc, et tu vois, on a eu des façons, et puis on a des gens qui sont des amis de toujours, qui sont devenus comme de la famille maintenant, mais je ne recrute plus en direct. Pourquoi? Parce que y a des gens qui ne comprennent pas la notion, qui mélangent les deux choses. Le cosplay, c'est pour tout le monde, et le Cosplay Fest, c'est le moyen pour moi de dire oui, le cosplay, c'est pour tout le monde. Vous venez, vous pouvez participer aux compétitions, vous pouvez poser avec les personnages, vous pouvez profiter de nos décors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le cosplay, c'est pour tout le monde, Cosplay Fest. Ok, le grand public, machin. Une compagnie qui fait de la prestation costumée, il y a des normes à avoir. Il y a des normes à avoir, et ton client attend ces normes-là parce qu'il anticipe que son client à lui va être super heureux de voir une fille qui ressemble vraiment à Elsa Darendel, mettons, ou qui ressemble à Sam Wilson, Captain America. Donc, je suis obligé de dire non des fois, et j'ai été obligé de dire non. Et il y a des gens qui se vexent parce qu'on leur dit non. C'est comme un casting de cinéma ou un casting call. Tu sais, quand tu vois les casting calls, des fois on envoie sur Facebook. Oui, cherche personne de tel âge, de telle taille pour pub pour un restaurant. Tu vas pas envoyer une photo qui correspond pas et après te vexer parce qu'on t'a dit que ça marche pas. Tu sais, si je te dis, ok, je te montre, voilà, tu viens de voir parce que je me rappelle de choses qui ont dégénéré à cause de ça. Voilà Captain Marvel du film. Si tu te sens en gros, c'était ça. Si tu te sens de faire ça, envoie-nous ta photo. Okay. Et ça a créé un tollé. Oui, mais machin, on était. Ben, maintenant, tout est en interne. Tu regardes, notre équipe, elle augmente, mais il n'y a plus aucune publication parce que les gens savent où nous trouver, les gens connaissent notre produit, connaissent ça aussi le montant qu'on paie.
et on peut leur donner des détails et les rencontrer après, une fois que ces gens-là ont fait l'effort, parce qu'ils savent qu'ils sont potentiellement faits pour ça. Mais c'est le même principe de dire que Disney, il y a des chartes. Oui. Tu sais, je veux dire, faut comprendre, là, tu sais, je veux dire, en tant que cosplayer, c'est que tu sois grosse, grande, maigre, si tu fais le costume, tu es jugé pour le costume et non pour ton apparence à toi. Tandis que quand tu es une compagnie événementielle comme toi, qui mais quelle qu'elle soit, tu sais, on travaille, on a des partenaires, on a un partenaire énorme spécialisé dans le corpo depuis presque 40 ans, qui développe les produits de la Ligue des Héros. On est en train de, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus pour intégrer notre offre à la sienne. Mais même lui, il a des gens qui font partie des syndicats d'acteurs, qui sont des professionnels de l'acting et qui ont besoin de répondre à un certain critère physique, même dans ce qu'il fait. Quand il fait une soirée cabaret et qu'il y a des danseuses et qu'il y a... Elles ressemblent à des danseuses du Moulin Rouge. Point. C'est ça. Donc, nous c'est parce que ça se mélange avec cette idée de cosplay, etc. Et puis on était à un moment donné à la portée de beaucoup de gens, que ça devenait facile de dire ouais, mais alors eux, ils sont pas comme ça, ils sont pas sympas, eux, ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça. Mais que cela ne tienne, ça m'a jamais empêché de recruter du monde. On a restreint, on rencontre encore des gens, on a encore du monde qui nous contacte. Et on établit notre groupe en fonction de ce que les gens peuvent amener aussi, c'est important. Mais en dehors de comme, là on parle vraiment comme du côté casting, c'est quoi tes exigences par rapport aux, je vais les appeler les animateurs? L'exigence première est de savoir donner à ton public beaucoup. Okay. C'est pas de recevoir. Tu reçois par défaut, tu arrives habillé en Spider-Man dans un, je sais pas moi, une journée 40 jours comme on le fait tous les ans à Trois-Rivières où il y a 450 gamins qui sont là. Évidemment que ce que tu reçois en amour des 3 à 6 ans, t'as pas besoin d'essayer d'en recevoir encore. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il faut t'ouvrir à rendre rapidement. C'est comme une partie de ping-pong, tu reçois ta balle, mais tu vas pas la garder et puis la regarder comme ça, tu sais. Ah, c'est cool, toc, 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 regardez comment je suis beau avec ma balle de ping-pong. Non, tu reçois et tu renvoies direct. Quand tu as des enfants qui te regardent et qui sont même hésitants, tu leur fais signe, tu les montres, tu sais, waouh, le costume, joli. Tu sais, on a tout une espèce de langage corporel qui, même hier quand je faisais Wolverine, c'est toute une espèce de langage corporel qui se développe par rapport à cette communication visuelle qu'on a avec les enfants, la mise en confiance, les parents, parce que les parents sont des fans aussi. Ils ont notre âge aujourd'hui, ils ont grandi avec ça. Ouais. Donc, tu vas chercher un amour que les gens sont prêts à te donner. Il n'y a pas à aller le chercher, il est là. À partir du moment où tu arrives costumé, que tu es convaincant, l'expérience client, elle est réussie. Ton client qui te regarde, ils disent « Vous là, vous allez bosser avec moi pour l'éternité. » Et on a des gens qui nous suivent depuis des années. Tu sais, on voit les années se répéter, puis on nous rappelle, ça, et on les inclut même dans notre cédule. On sait qu'à tel moment, on a la foire de Québec. Tiens, là, on a l'expo. Là, on a tac, 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 tac. Donc déjà, tu as ta cédule sur une année qui est quasiment pleine d'habitués. Et après, c'est sympa parce que c'est excitant. Il y a le côté, nouveau client. Récemment, on a fait un événement Harry Potter à Louisville. Tu sais. Bon, on a déployé ça. Merci, Romain. Justement. Romain, qui nous a équipés, où on a pu, une semaine, c'était à 4 jours. 4 jours, on a pu dire, OK, on prend le contrat. Et puis, ça a été, moi, et tu sais quoi, Nancy, je le regrette parce que, petite parenthèse, je n'ai pas pu avoir le costume de Rogue à temps, mais je te jure que j'étais prêt. Je te jure, si je l'avais eu à temps, j'allais avec eux. La cliente était OK, on aurait été 4 au lieu de 3. Et j'aurais été. La prochaine fois, je le fais. La prochaine fois, je le fais. La vérité, je le fais la prochaine fois. Ouais, tandis que tu nous parles de ça, on va justement, c'est rentré, là. Ouais. Wow. Ouais. Je sais que chez lui, elle m'a écrit, elle m'a dit, j'ai fait ta fille. J'ai resté surprise quand elle m'a montré le photo de jouer. Hey, moi, j'y étais pas. J'ai bossé ce jour-là pour mon. Je suis illustrateur aussi, donc. Mais je les ai vus, j'ai adoré et j'ai regretté. J'ai regretté.
de ne pas être là avec eux. Et Romain s'y attendait à ce que je sois là. Et écoute, prochaine fois, c'est sûr, je le fais, Rogue. C'est obligé. Ça aurait été cool. J'ai hâte. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu les photos, justement, vu que c'est une compagnie événementielle, pour ça, on a vu ça. Ça, c'est dans les choses des princesses. Le hockey, ouais. Avant nous, il n'y avait pas de princesses dans les matchs de hockey. Donc, maintenant, il y a des princesses. Il y a des princesses et elles défoncent tout. Les princesses, elles ont plus de succès que les héros, quoi. Puis, vous faites aussi des parades, ça arrive? Ouais. Ça, c'est pareil, ça fait depuis 2019 qu'on est avec eux maintenant. C'est un camping qui est dans le coin de Trois-Rivières, un énorme camping monstrueux. Ça, c'est le Noël du campeur. Donc, on a l'animation et la parade. Ça, pareil, notre cliente que j'adore, elle nous appelle 2 jours avant, elle avait oublié, mais c'est ça aussi le pouvoir de l'autonomie. C'est qu'on a tellement de costumes et on a une belle équipe qu'on est toujours apte à rendre le service. C'est ça qui est important. Ça, on voit avec les autres. Ça, on voit, tu sais, on voit un peu là, ton équipe, puis tout ça. Ceux-là, les princesses. Ouais. Si je ne me trompe pas. Tu sais, on voit que quand même, vous êtes diversifié au niveau des personnages. Vous n'êtes pas ancré juste dans Marvel ou DC. Non, on fait tout, ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça faisait quelques temps qu'on ne pouvait plus le faire. Maintenant, ça y est, les répétitions ont recommencé. On a à nouveau des spectacles chantés qui vont revenir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont suivi un autre chemin, avec qui on s'entend toujours très bien et qui nous aident de temps en temps aussi. Ça arrive que dans un coin, tiens, on est dans le coin de Montréal, on appelle Mégane, est-ce que tu peux refaire Belle pour nous? Oui, ok, une journée, elles peuvent se libérer et nous aider là-dessus. Mais justement, notre staff de chanteuses s'est un peu dispersé avec le temps. Maintenant, là, ça y est, c'est à nouveau possible. On recommence les répétitions, donc pour réintégrer ça, par exemple, c'est une nouvelle phase. C'est pour ça que tout à l'heure, Philippe disait, si tu avais un budget limité, oui, ce serait refaire plus de décors. Parce que qui dit décor, dit transport. Ouais. C'est bien beau d'avoir un décor monstrueux, mais si tu peux pas le transporter ou tu penses pas à le démonter pour pouvoir le transporter, il faut que tu achètes un trailer. Et le trailer coûte tant, etc., etc. Donc, les solutions à moyen terme, on les a. Après, il faut attendre le financement et savoir à quel moment tu prends des risques ou pas. Tu sais, si ton décor, c'est quelque chose qui va être bancable et puis que tout le monde va te demander, celui-là, il part aux États-Unis cet été, 2 fois. Bon, il a été conçu pour être démonté, emboîté, hop, et le système électrique, lui aussi, il est indépendant. On l'installe dans le cylindre, on met le cristal, ça s'allume, c'est magnifique. Mais ça aussi, il faut penser en amont à toutes ces problématiques-là aussi. J'imagine qu'il faut que le client ait la place aussi. Tu sais, si oui, on a toutes nos activités, le tir à l'arc avec Mérida, etc. Donc, on a un certain nombre d'activités, puis on explique en détail au cas par cas parce qu'on s'adapte. Nous, on n'est pas comme, nous, on arrive, si tu ne nous laisses pas la place, on ne vient pas. Non, ça prend tant de place, mais selon où vous nous mettrez, vous inquiétez pas, on va s'adapter. C'est pas oui, les matchs de hockey, nous, c'est ce qu'on aime le plus faire. Les gens sont heureux, ils sont venus consommer déjà du bonheur avec la game qui est sur place. Donc, tu t'amènes aux enfants leurs personnages, et puis tout le monde, c'est une fête incroyable. Ok, donc ça, on adore ça. Mais des fois, ça va être comme ce week-end, c'est une fête d'un gros quartier de la Pointe du Lac. Il n'y a pas de grosse structure, donc ça prend à toi d'être créatif et de dire ok, comment on va pouvoir rendre ça intéressant. C'est comment faire. Et puis ça montre aussi de l'intérêt pour ton client. C'est de dire ok, merci de nous faire confiance. Vous inquiétez pas, on gère. Occupez-vous de vos charges parce que organiser un événement, quelle que soit la taille, c'est toujours une charge. Vous pouvez dormir tranquille avec nous. Nous, on va se débrouiller pour faire de votre événement quelque chose de cool. Mais c'est ce que c'est. Il n'y a pas de Beyoncé dans le groupe. Je veux dire, c'est toujours, on va le dire vulgairement, moi, j'aime pas le terme quand des mascottes. On est des gens costumés, on prend des photos, on peut chanter, mais c'est tout. Et ça, c'est aussi un travail qu'il faut faire pour identifier la nature de ton service. Parce que si tu ne l'identifies pas, tu vas être au-dessus ou au-dessous. Mais souvent, c'est au-dessus et puis tu ne travailles pas. J'aimerais ça qu'on voie un peu le reste de ton équipe. Là. Si on voit avec ça, tu as quand même une grosse gang.
Ouais, ça c'était. Là, on avait la chance, on avait on les reconnaît à gauche là-dedans. Il y avait, après tout le reste, c'est nous. Mais il y avait les X-Men de Montréal, là, ils étaient 3. C'était le Noël des héros en 2019. C'était un événement caritatif pour la Fondation Provencher, justement. Où là, on avait été faire appel à des amis aussi qui avaient endossé les costumes. Donc tout le monde avait été admirable sur ce coup-là, ouais. Puis vous faites aussi des qualitatifs aussi comme ça, vous Oui, participez à oui, oui. d'autres Là, bien organismes. entendu, il n'y a pas que nous, mais oui, tous les ans, on essaie d'amener le plus qu'on peut. Ce que je publicise rarement, à part quand c'est les gens qui me le demandent, c'est nos visites dans les centres hospitaliers, cancérologie, on va voir des enfants en phase terminale. Ça, je le publie pas. On n'a pas besoin de montrer. Regardez comme je suis quelqu'un de bien. Je veux dire, on vit des trucs, c'est très personnel parce que il faut avoir le mental qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir gérer. Okay. Exemple, c'était ma première visite au CHUL de Québec, et à un moment donné, j'ai fermé mon casque, quoi. Je pleurais dans mon casque, c'est terrible, quoi. Je veux dire, quand on est parent, moi, je suis papa d'une petite fille, d'une fille de 11 ans maintenant, mais on voit la détresse des parents, on voit un des premiers gros événements caritatifs qu'on a fait, c'était pour un enfant avec rêve d'enfant qui savait que c'était la fin. Okay. Et 6 mois après, c'était fini, quoi. Donc, il n'y a pas un seul moment dans ces moments-là où tu te trimbales pas quelque chose de douloureux quand tu es impliqué dans ce que tu fais. Mais quand tu y vas, tu es obligé d'être Superman. Tu sais, je l'ai fait en Superman. Et mes copains aussi, tu sais, je veux dire, on a emmené la Ligue des héros. On le publie pas. Mais c'est souvent, je tiens à le citer, c'est un gars extraordinaire avec qui on travaille depuis longtemps. C'est le Chevalier Noir de Québec qu'on avait reçu dans Meta. Mon ami William, qui lui, il est pompier de profession, c'est son métier. Et il est en contact justement avec des fondations, avec des choses. Et puis de temps en temps, il m'appelle et d'autres copains, puis on y va. Moi, ce qui me surprend encore, par exemple, on est allé à Sainte-Justine il y a quelques mois, fin de l'été, c'est que nos concurrents adorables facturent leurs services pour des fondations avec des gens qui vivent des choses terribles et qui se cassent le tronc à essayer de réunir des fonds pour débloquer des protocoles et embellir la vie des patients qui, pour certains, ne sortiront jamais de là. Mais on a nos concurrents qui sont pas tant des concurrents, qui envoient des factures à 600 pièces la journée. J'applaudis. Et ça, tu vois, je le publicise pas parce que je veux même pas qu'on pense qu'on se fait payer pour ça. Donc tout reste secret, puis on fait ce qu'on a à faire. Mais oui, il y a des choses qui brisent le cœur là-dedans, tu sais. Mais c'est tout à ton honneur de ne pas utiliser ces moments-là pour valoriser ta compagnie. Oui, mais t'en parles, donc je t'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose en tant que parent tellement terrible qui se passe quand tu as une notion et quand tu es en train de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que je vais vous passer les détails sur ça, certains, que tu es obligé de dealer ça. Et je dis pas que je dis pas que c'est un trauma si ça apparaît, mais je me vois pas à la suite d'une visite commencer à publier des photos. Hey, regardez, on était avec non, c'est juste pas compatible avec la façon de dealer une certaine forme de douleur, d'empathie avec ce que tu as vu ce jour-là. C'est pas possible, quoi. Ben, j'imagine qu'ils ont les patients et tout, ils ont aussi leur droit à leur vie privée également. Déjà, puis il y a tout le personnel hospitalier qui fait un travail extraordinaire, avec qui on pose, et puis c'est sympa, tu vois. Mais des fois, on est allé chez des particuliers, chez des gens, tu sais. Tu rencontres la famille, tu vois les petits, tu vois les parents, et je veux dire, quelques mois après, on te dit, bah ça y est, c'est fini, quoi. Tu te rappelles, là, on est allé, ouais, bah ça y est, on le savait que ça devait arriver. Mais
Je pense qu'on a plus une notion de ça. En tout cas, ceux qui travaillent dans le domaine, comme moi, je travaille avec des enfants, que des fois, on va avoir des enfants qui sont malades, des choses de même, où on est parents, on côtoie des enfants ou des nièces, des neveux qui ont eu des problèmes de maladie, tout ça. C'est enrichissant d'un côté, puis tu apportes du bien à celui qui en a besoin ou celle qui en a besoin. C'est ce qu'il faut se dire en sortant de là, c'est que tu vois des gens, et encore, on n'a pas accès à certains services. Et quand on voit déjà ce à quoi on a accès, parce qu'on peut pas franchir une certaine ligne, tu sais, il y a des milieux stériles, etc. Ouais. Et t'imagines même pas ce qu'il y a derrière la porte que tu n'as pas le droit de passer, tu vois. Je veux dire, tu as des gens intubés, et puis les parents qui se battent, et puis mais j'avoue que les moments les plus difficiles, et puis heureusement qu'il y avait les amis sont là aussi autour, on est tous dans le même bateau, mais quand tu vas chez les particuliers, chez les gens, et que t'inquiète pas que le petit qui est concerné, il en a purement conscience, quoi. Et tu as une maturité et une vieillesse d'âme installée avec la prise de conscience que la fin n'est pas loin, qui entre en conflit avec cette image d'un enfant que tu vois et qui est juste heureux que tu sois là, quoi. Donc, j'arrive pas à comprendre, en fait, la notion déjà de, quand on t'appelle, de facturer le service. Donc, ces gens n'y vont pas, heureusement. Mais cette notion aussi de regarder comment je suis sympa, comme je suis quelqu'un de bien, j'ai organisé ça. Tu sais. Ouais. Dans le fond, là, on est à la fin, on a dépassé même. Ce qu'on se rend compte, c'est que oui, c'est possible de réaliser, d'avoir une passion pour quelque chose, puis de l'emmener à une compagnie, mais il faut vraiment qu'au tout début, que tu aies la fibre d'entrepreneur pour faire ça. Il y en a quelques-uns qui réussissent, mais c'est pas tout le monde. Fait que chapeau d'avoir réussi. Puis deuxièmement, une compagnie événementielle, si tu veux l'emmener plus haut, ça part pas de n'importe quoi, là. Ça part pas sur un coup de tête. Il faut vraiment. Tu peux pas avoir une vision réaliste si tu n'as pas un minimum pas que d'expérience, mais de réalisme par rapport au mécanisme, et surtout ton appréhension des gens qui sont en face de toi. Parce qu'il faut pas. Nous, on est dans notre monde, ok? On adore le cosplay, les super-héros, les machins. Mais en face, des fois, là, tu as des mecs qui t'appellent et qui sont obligés, quoi. Ils y croient pas, eux. Toi, tu y crois. Donc, il faut que tu le rassures. Le jour où tu arrives, il faut que, ok, j'ai vu. Maintenant, on va travailler avec vous. Mais tu as des gens, tu peux pas avoir il a rien vu. Il ou elle a rien vu. Tu sais, nous, on a vu tous les films, on connaît les répliques, etc. Bon, moi, je vous appelle parce que je travaille pour telle municipalité, puis bon, il nous faut des mascottes. Ok. Ok. Donc, déjà, et le mec, il t'appelle parce que ça fait partie de son taf, et puis s'il pouvait s'en passer, il le ferait. Mais tu as un discours à adapter, professionnel, où là, tu parles d'argent, tu parles de logistique, tu parles de potentiel pour la suite, tu t'intéresses à son événement, combien de visiteurs. Quand il veut prendre trop de personnages, tu dis non. On va vous enlevez-en deux. Donc, enlevez-en deux. On fait du conseil aussi. Ça sert à rien d'essayer de bourrer et puis plus jamais travailler avec eux. Si tu es honnête avec tes clients, ils vont s'en rappeler, puis ils vont revenir et ils vont te conseiller aux autres. Ils vont dire, eux là, ils sont carrés, t'inquiète. Tu sais. Il y a comme de l'éducation à faire aussi auprès du client, dans le fond. Oui, et puis tu dois calculer aussi, parce que tu as quand même un certain niveau de fermeté à avoir, parce que justement, quand tu acquiers un certain niveau d'expertise, tu as des conditions générales, tu as une équipe à payer, tu as des gens que tu ne veux pas laisser en arrière, donc tu es obligé de calibrer aussi tous ces impératifs-là et livrer ça d'une façon correcte à ton client la première fois, pour pas qu'il se dise « Oh, vous êtes des emmerdeurs ». Donc, les gens comprennent, mais tu n'as pas de discours de cosplayer, tu n'as pas de discours de passionné en costume. Les gens s'en foutent. Je veux dire, des fois, ils vont te dire, bon, c'est qui t'as de nouveau cette année? Ils ne connaissent rien, ils s'en tapent. Ils ont juste besoin de savoir que, ok, il te prend depuis 8 ans, le gars, et puis, t'inquiète, cette année, je te donne tel personnage. Tu sais. Et il va dire, la Ligue des Héros, là, il nous propose l'autre, là, avec le bébé Yoda, là, le chevalier.
pas de problème. Mais Il aura dans le rassuré fond son d'idée, conseil d'administration. Tu vois ce que je veux dans le dire? fond d'idée, tes meilleurs clients, ce seraient des cosplayers. Des gens qui connaissent le monde du cosplay, qui t'appellent, qui disent Il y a des gens, je te dirais pas le cosplay, mais la pop culture. OK. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui disent, OK, moi, je veux tel personnage. Ah, c'est cool. Tu sais, c'est lui la vedette. On a fait un thème autour de cette franchise-là, autour de ce personnage. Là, c'est marrant parce que tu arrives et puis ton client sait ce qu'il veut, et puis, etc. Bon, là, il y a la sortie de Brave New World. Donc, forcément, hier, on nous a demandé Sam Wilson. Tu sais, donc, tu es content, tu amènes ton pote, et puis ça va être lui la vedette de la journée, et puis tu es content. Tu sais, je veux dire, moi, je suis heureux de les voir, même quand je ne suis pas dedans. L'ensemble, et puis les animateurs sont contents. Quand tu rentres en bagnole, même après 2 heures, on a fait 3h30, on était morts. On est allé à McDo, un peu comme les Avengers à la fin on est là, puis on est tous en train de bouffer, mais les 2 heures qui reviennent, c'est de la joie. Tu sais, on échange, on parle, c'est ça. C'est un peu un ensemble de tout ça. Mais là, comme on faisait dans les autres émissions, ben, on te demande où est-ce qu'on peut te joindre, mais on a une belle Nulle petite part, banane. je veux pas. C'est Facebook. Rejoignez-nous sur Facebook. Et puis, ceux qui savent. Mais mais non. Et puis Cosplay Fest aussi, vous pouvez rentrer en contact avec nous par là. Et puis, même Nancy, elle est dans le secret des dieux. Merci beaucoup. Ça a été, écoute, une émission chargée. On a appris à te connaître. On a appris aussi tes débuts en tant qu'entrepreneur, puis en tant que fondateur de la Ligue des héros. Puis, les défis aussi, j'ai envie de dire. Écoute, et Flavie, je t'ai fait une version synthétique. Parce que, tu sais, le succès, c'est marrant, mais le succès, il est relatif déjà. Il faut le relativiser, le succès, parce que c'est des moments. Donc, il faut amener un effort continu sur ce qu'on fait pour que ça soit plus permanent, mettons. Mais j'en ai des anecdotes où on s'est vautré et où, pas forcément de notre faute, mais où ça a été vraiment dur et qu'on a appris à ces moments-là. Mais sais-tu quoi? Quand on fera une émission sur les anecdotes de cosplayers et de cosplay, on pourra t'inviter. Il y en a tellement. Des trucs que nous seuls, on sait. C'est qu'on a réussi à cacher la misère, qu'on peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses que non. Mais bref. Ouais. On a Julie qui nous dit bravo pour votre première émission. Merci, Julie. Fait que sur ce, on va terminer. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été des nôtres. Fait qu'on se parle bientôt pour The Good Stuff. OK, merci. Bye. À bientôt, bye. Hey, c'était, hein? C'était super intéressant. Puis, tu sais, en résumé, j'ai envie de dire, comme tu l'as résumé, c'est pas parce que tu as une passion que nécessairement que en vivre, c'est la même chose. Tu sais, comme il mentionnait, il faut que tu penses, tu sais, en termes de business aussi, comment tu vas faire vivre ça, puis ta vision long terme également. Donc, c'est vraiment un bel apprentissage, j'ai envie de dire, là. Apprendre des autres aussi, hein. C'est le but qu'on essaie de rechercher avec l'émission, mais apprendre justement de l'expérience de Didier, peut-être avant de se lancer super fort, ben ça peut être intéressant aussi. D'aller mollo, oui, puis d'écouter l'émission. Puis merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye! Bye!